Russie, une autre infrastructure, un autre système social, un pays de rêve. Mais j'ai envie de vous poser la question, où est l'argent? Où est l'argent? On l'a, cet argent? D'abord, tout ça a été calculé sur la base d'un travail détaillé avec la communauté des experts, les spécialistes au niveau du gouvernement, l'administration. Tout cela entre totalement dans les règles budgétaires et en réalité revêt un caractère habituel. Certains experts considèrent que les recettes devraient être supérieures et donc pourraient donc prévoir plus de dépenses, puisque cela doit se refléter directement dans le développement prometteur de l'économie, et c'est juste. Et en 2018, nous avions prévu d'affecter au développement de l'économie, du domaine social, 8 milliards de roubles, 8 000 milliards de roubles, et ensuite nous avions augmenté les dépenses, et je pense que c'est probable, et si tout se passe comme conformément aux prévisions des optimistes dans le domaine, on peut dire, les experts, on peut dire qu'on peut augmenter effectivement ces dépenses dans différents domaines. Donc nous parlons d'un plan de 6 ans, ça? Oui, c'est ça. Il s'agit effectivement d'une période de 6 ans. Et nous établissons le budget sur une période de 3 ans. Et comme nous disons, c'est une période de planification. Et quand nous avons préparé l'allocution, quand je dis nous, en fait, il y avait toute une équipe avec moi, évidemment. Nous sommes partis du fait que nous allons calculer nos recettes et nos dépenses dans les domaines qui nous paraissent essentiels, prioritaires, précisément sur 6 ans. Mais il y a un projet absolument colossal, par exemple l'autoroute Sochi-Juba, 130 km, donc avec 90 km de tunnels et de ponts, donc 3 milliards, 1,5 milliard pour les 3 premières années seulement. Et l'autoroute doit être prête pour 2030. Donc, alors on comprend bien que c'est absolument essentiel pour la victoire. C'est le peuple qui a besoin de cette autoroute, parce que les familles avec des enfants ne peuvent pas aller jusqu'à Sochi en voiture, elles sont obligées de s'arrêter, soit à Gelendzhik, à Novorossiysk, parce que la route est sinueuse et il y a beaucoup de solutions qui peuvent être adoptées. On en a parlé beaucoup ces jours-ci. On peut aller jusqu'à Djougba, ou au début faire jusqu'à Djougba et ensuite jusqu'à Sochi, et le faire par étapes. D'autres considèrent qu'il faut faire tout de suite tout, sinon ça nous fera un rétrécissement entre Djougba et Sochi. Et donc cette première partie, si on regarde depuis Novorossiysk, la route est plutôt correcte, la chaussée n'est pas mauvaise, mais c'est très étroit. Et si on va jusqu'à Sochi, en première partie, dans ce petit tronçon, il peut y avoir donc des bouchons, et c'est ce que nous sommes en train de résoudre avec les spécialistes. On voit quelles étapes doivent être suivies, on calcule le coût du projet, on cherche à faire en sorte que tout reste dans le cadre financier prévu. Mais avant tout, c'est l'intérêt de la population, l'économie, le développement du territoire dans le sud du pays, c'est important. Mais on peut se permettre un projet d'une telle ampleur, parce que le pays essaie à un moment, le pays essaie de s'enrichir, y compris notamment avec les milliers de sanctions, l'opération spéciale, etc. Alors qu'il nous faut réduire la pauvreté, notamment pour les familles nombreuses. Non, si on revient à la question de cette route, quand j'en ai parlé avec les membres du gouvernement, comme on sait, le ministère des Finances est toujours dans le bon sens, un peu radin, dans le bon sens du terme. Donc, il a une attitude vis-à-vis des dépenses. Mais le ministre des Finances avait dit ceux qui sont contre la construction de cette route, c'est ceux qui n'ont jamais suivi cet itinéraire. Mais il a raison, parce que en particulier pour les familles qui ont des enfants, c'est important. Alors la question de savoir si on est de plus en plus riche ou pas, l'économie est en croissance, c'est un fait qui est fixé non pas par nous, mais par des organisations économiques, financières internationales, et effectivement, en parité de pouvoir d'achat, nous avons dépassé l'Allemagne, nous avons occupé sa 5e place parmi les plus grandes économies du monde.
l'économie allemande connaît une récession à 0,3% pour l'année dernière et nous avons une croissance de 3,6%. Et le Japon a une croissance faible aussi. Et si on continue sur ce rythme, on peut prendre la place du Japon et donc être à au quatrième rang. Donc, et d'ailleurs à plutôt proche terme. Et si on parle de l'avenir, si on parle en matière de parité de pouvoir d'achat, nous sommes donc 5e. Et donc on peut prendre la place du Japon, mais la structure de l'économie de ces pays se distingue évidemment de la nôtre. Et il faut que nous fassions encore beaucoup, non seulement en matière de parité de pouvoir d'achat, mais aussi en matière de revenus par habitant. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut que les structures soient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus modernes, beaucoup plus innovantes. Et il faut travailler là-dessus. Donc, il y a une question de parité de pouvoir d'achat qui est importante. C'est une valeur économique, mais ça veut dire que l'État doit disposer des biens qui lui arrivent par les perceptions fiscales, et cela nous donne la possibilité de nous développer comme nous l'espérons nécessaire pour nous. Alors justement, vous parlez des structures et de changements structurels nécessaires de notre économie. Et cela a été dit dans votre discours. C'est justement la tâche, à savoir mettre en place des domaines novateurs pour que ça aille, pour aller plus vite que la moyenne de l'économie. Oui, bien sûr. Et je l'ai déjà dit, la structure, c'est ce sur quoi nous devons travailler, et de ça dépendent beaucoup de choses et tout l'avenir de notre économie. C'est l'avenir de nos ressources de travail, notre efficacité, notre productivité. Un des objectifs majeurs aujourd'hui, c'est améliorer la productivité. Parce que dans les conditions de manque de main-d'œuvre, de ressources, nous n'avons qu'un moyen de développer, c'est améliorer la productivité. À son tour, ça signifie que nous devons augmenter les investissements dans l'économie. Disons, augmenter l'intensité de la robotisation. Nous avons aujourd'hui 10 robots pour 10 000 employés. Disons qu'il nous faut aujourd'hui 1000 robots pour 10 000 travailleurs. D'ailleurs, au Japon, je crois que c'est comme ça. Et pour que les gens puissent travailler sur une base technique importante, pas seulement des roues, mais les autres équipements modernes, il faut aussi préparer tout cela. Donc il y a un autre problème qui se pose, c'est la formation du personnel. Et pour cela, nous avons toute une orientation, notamment en matière de formation d'ingénieurs. Vous avez peut-être attiré l'attention là-dessus. Nous avons 30 écoles d'ingénieurs lancées cette année. Nous allons en lancer encore 20 cette année, et encore 50, et encore 50 davantage les années prochaines. Et donc, dans ces orientations, c'est l'avenir de notre pays. Et nous allons continuer sur cette voie. Mais alors, pour en terminer avec les sanctions, vous avez parlé de l'idée de créer une instance spéciale qui va traiter de la question des sanctions et de comment elles se répercutent. Donc, est-ce que cela vaut la peine ? Non, simplement nous analysons, le gouvernement, la Banque centrale, le Conseil de sécurité, procède à une analyse de tout ce que font nos ennemis, pas seulement pour des questions politiques ou militaires, bien qu'il y ait un argument ici, mais simplement pour réfléchir à une question de compétitivité. Oui, mais est-ce que c'est une concurrence déloyale ? Oui, c'est une concurrence déloyale. Il s'abrite derrière des motifs politiques ou militaires. C'est ce qu'on voit dans l'aéronautique, par exemple, et dans d'autres secteurs. Nous vivons dans un monde dans lequel nous devons nous adapter. Nous comprenons que jusqu'à présent, c'est le fruit de notre travail. Nous agissons de façon suffisamment efficace. Mais aujourd'hui, en Occident, on dit que les sanctions ne se termineront pas. Et l'Occident essaie de nous entraîner dans une nouvelle course aux armements, un peu comme dans les années 80 avec l'Union soviétique. Alors, qu'avons-nous comme moyen de réaction, comme stabilité ? Ici, il faut dire que chaque rouble investi dans la dépense nous donne un retour sur investissement. Effectivement, à l'époque de l'URSS, personne ne calculait cette dépense et on ne réfléchissait pas beaucoup à l'efficacité. Et les dépenses de défense représentaient à peu près 13% du PIB du pays, de l'Union soviétique. Je ne vais pas me référer à nos statistiques, mais à l'Institut de Stockholm,
nos dépenses étaient de 4%, cette année 6,8%, donc nous avons augmenté de 2,8%. Donc c'est une croissance notable, mais pas critique. Donc à l'époque soviétique, il y avait 13%, et aujourd'hui nous en sommes à 6,8% du PIB. Il faut dire que les dépenses en matière de défense poussent l'économie. Elles la rendent plus énergique. Mais il y a aussi des facteurs limitatifs, nous le comprenons. C'est une question qui revient sans arrêt. Est-ce qu'on produit des canons ou de l'huile? La question, c'est qu'aujourd'hui, le secteur de la défense, chez nous, c'est pas que ça influence les secteurs civils et la production, mais en bénéficiant des innovations nécessaires à la défense, le secteur les utilise aussi pour la production civile. Et ça, c'est très important. D'abord, nos dépenses sont incomparables par rapport à ce qu'il y a aux États-Unis. Ils sont à 900. Oui, 900, 860, 870 milliards, c'est absolument incomparable avec notre secteur à nous. Parce que le problème, il n'y a pas de moyen de... Non, je vais vous expliquer. C'est que, en fait, eux, ils ont beaucoup d'argent qui part pour l'entretien. Et l'entretien de base, notamment partout dans le monde. Et tout ça part dans un trou noir. On ne peut pas calculer tout ça. Et donc, c'est ça, effectivement, le trou qu'il y a dans leurs dépenses. Et aujourd'hui, sur les moyens de frapper, sur les armements en tant que tels, ils dépensent de l'argent qui est gigantesque, difficile à calculer. Si on calcule le prix chez nous, par exemple, ce qu'a coûté pour eux le système de défense antimissile, et dont une des composantes essentielles chez nous, l'Avant-Garde, qui est un missile intercontinental, un missile au bloc planant intercontinental, c'est absolument incomparable. Et en fait, nous avons remis à zéro tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils avaient investi dans leur système de défense antimissile. Et ainsi, c'est ainsi qu'il faut agir. Et bien sûr, sans aucun doute, l'économie elle-même de notre armée doit correspondre à ces exigences d'aujourd'hui. Monsieur le Président, le mot justice, c'est un mot magique pour la langue russe. Vous l'utilisez de façon prudente et un jour, vous avez prononcé ce mot dans un de vos discours. Et ce mot était un petit peu comme quelque chose de triste, mais vous avez dit que la charge fiscale devait être plus juste en Russie. Et vous avez proposé de réfléchir à cela. Dans quelle direction? Vous savez, effectivement, la répartition de cette charge fiscale doit être plus juste dans ce sens que le Trésor général, c'est-à-dire pour la satisfaction des nécessités nationales, des besoins nationaux, dans la lutte contre la pauvreté. Donc c'est les entreprises publiques, les personnes physiques et morales qui doivent ici gagner plus d'argent. Oui, mais plus d'impôts? Oui, un argent, je ne veux pas entrer dans les détails, il faut travailler là-dessus encore. Mais il faut construire ce système de façon à ce qu'il donne plus de retour, plus de liberté pour les questions d'investissement sur les questions sociales et que l'État doit assurer. Donc il faut réduire la charge fiscale, par exemple, pour les familles nombreuses et un certain nombre de mesures à prendre sur cette voie. Il me semble que la société considère cela comme tout à fait normal. Et les entreprises elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles demandent à l'État? Elles demandent que nous répartissions un système d'imposition, mais qu'on n'y touche plus, pour que ce soit stable. C'est la demande essentielle, c'est la revendication essentielle de la part des entreprises. Et l'État doit travailler là-dessus prochainement avec la Douma. Il attend des propositions. Mais aujourd'hui, nous avons peur de... Non, je ne pense pas. Simplement, ce système fonctionne. Et ceux qui étaient les partisans ardents de cet échelonnement des impôts considèrent aujourd'hui que dans l'ensemble, nous sommes arrivés à un point où on peut travailler de façon plus sélective. Mais lors de votre discours, vous avez remercié les collègues du gouvernement. C'était votre manière de vous exprimer. Et donc aujourd'hui, les personnes se maintiennent.
Ça, on en parlera après les élections. Pour l'instant, ça me paraît malvenu. Mais dans l'ensemble, le gouvernement travaille, on le voit, le résultat est évident, c'est des données objectives, travaille de façon tout à fait satisfaisante. Vous avez mentionné la diminution donc, des charges pour les familles nombreuses, pour les enfants, et la situation démographique. Actuellement, ce sont des sujets qui occupent beaucoup de place dans vos discours. Parce qu'aujourd'hui, la Russie est en difficulté démographique, la démographie baisse. Et aujourd'hui, il y a des problèmes de dénatalité. On a un taux de natalité de 1,31, 1,39. Donc c'est 1,3 enfants par femme. En âge de procréer, oui. Mais il faudrait 2 voire 3 enfants si on veut éviter la catastrophe pour la société. Vous avez proposé des programmes d'assez grande ampleur, notamment pour venir en aide à la maternité, pour stimuler la démographie. Est-ce que ces mesures vont prendre cette trajectoire et vont pouvoir résoudre le problème? Dans l'ensemble, si on part des mesures de soutien aux familles ayant des enfants, sur 6 ans, nous prévoyons de dépenser par différentes voies environ 14 000 milliards de roubles. C'est énorme. Ça commence par le soutien social, la construction, la rénovation de crèches, la construction de nouvelles écoles, la rénovation, la remise en état conformément aux normes, le soutien aux femmes de la grossesse jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Et on a 400 000 femmes aujourd'hui qui bénéficient d'une allocation. Donc c'est à peu près un tiers des femmes qui attendent un enfant. Donc c'est plus de 10 millions d'enfants qui bénéficient d'un soutien. Donc c'est important. Donc nous allons continuer ce système du capital maternel. Nous allons continuer ces allocations à 450 000 roubles par famille si un 3e enfant apparaît pour rembourser les crédits hypothécaires. Nous avons préservé les avantages pour les crédits pour les familles qui ont des enfants et il y a tout un ensemble de mesures tout à fait diverses pour soutenir la famille. Et bien entendu, vous l'avez évoqué, mais c'est là que nous avons aussi cette lutte contre la pauvreté qui est menée, puisque finalement les familles avec des enfants ont évidemment plus de difficultés que les familles qui n'ont pas d'enfants. Il y a des dépenses supplémentaires. Mais en même temps, nous avons réussi à faire beaucoup dans ce domaine. Regardez ce qu'on avait il y a 20 ans. En deçà du seuil de pauvreté, nous avions 29% de la population. C'est 42 millions de personnes. Aujourd'hui, on en est à 9,3 d'après les dernières données. Et c'est toujours 13,5 millions de personnes. C'est beaucoup, c'est énorme. Et il faut faire le maximum pour réduire ça jusqu'à peut-être 7%. Et pour les familles nombreuses, c'est un indice qui est encore modeste et il faut l'augmenter. Donc il y a un problème, oui, sur la natalité, j'en ai parlé beaucoup, les spécialistes en parlent, ce sont des faits objectifs. Nous avons eu 2 baisses fortes de la natalité pendant la Seconde Guerre mondiale de 1943-1944 et tout de suite après l'effondrement de l'Union soviétique. C'était exactement le même cas, la même situation. Alors pourquoi? Parce que le soutien social était faible en URSS, il faut le dire. Mais il y avait quand même un soutien. Et après l'effondrement de l'Union soviétique, ce soutien social a quasiment totalement disparu. Et donc on a eu un phénomène de pauvreté. C'est inutile de dire tout ça. En tout cas, l'horizon de planification familiale a baissé. Et cela a baissé jusqu'au niveau des années de guerre. Après,
nous avons eu une reprise et aujourd'hui, on a un assez grand nombre d'enfants, de jeunes qui parviennent à l'âge adulte et dans l'âge de procréer. Et nous voyons que ces indicateurs augmentent. Et donc, c'est une tendance mondiale. Et on a plusieurs pays qui ont une dynamique positive en la matière. Dans tous les pays, tout va dans la baisse. C'est un problème complexe. Il y a l'économie, aux priorités qu'ont les femmes dans la vie. On ne va pas entrer, c'est au travail, c'est aux démographes de faire ce travail, de proposer des solutions. Mais ce qu'on peut dire quand même, qui est positif, c'est les humeurs de la société. On a 70% des hommes et 72% des femmes qui veulent avoir au moins 2 enfants. Et l'État doit les soutenir. Et donc il y a tout un lot de mesures ici que nous prévoyons et qui doivent être mises en œuvre. Et nous le ferons. Mais, Monsieur le Président, est-ce qu'on est convaincu que la situation n'a pas changé mais à la fin des années 90, l'histoire est bien connue, vous en avez vous-même parlé, vous avez sauvé vos enfants d'un incendie au 2e étage d'une maison. Et vous vous êtes ensuite rappelé qu'il y avait de l'argent. Et l'argent a brûlé. Donc ça veut dire que ça établit vos priorités. D'abord les enfants et ensuite l'argent. Donc est-ce que cela peut se faire à l'échelle du pays mais ne faudrait-il pas créer un programme pour garantir un changement de situation? Vous savez, il faut regarder le cours des événements. Au début des années 2000, nous avons pris des mesures, notamment qui ont donné des résultats positifs. Donc nous pouvons le faire. Donc il y a une telle expérience. Oui, l'expérience est là, mais nous pouvons utiliser des nouvelles mesures. Mais s'agissant des mesures, de la mesure des événements, il faut corriger les choses quand c'est nécessaire. Et nous allons voir comment nous pouvons appliquer les choses. Par exemple, nous avons déclaré cette année année de la famille. Nous avons des projets pour la famille. Et il y a des éléments que nous n'avons pas encore appliqués. Par exemple, nous projetons 75 milliards pour les régions, des régions qui en ont besoin, notamment les régions centrales de la Russie. Donc, 75 milliards, c'est quand même une somme qu'il va nous falloir distribuer. Ensuite, il y a une autre composante. Donc, c'est les personnes âgées. Il va falloir d'autres mesures d'aide. Il va falloir aussi des mesures pour augmenter l'espérance de vie et stabiliser les choses. Bien sûr, ici, il y a des indicateurs qui montrent que nous réussissons, mais que le travail doit être achevé. Il y a des questions également administratives à régler au niveau du pouvoir. Partout dans le monde, il y a un 3e outil de résolution des problèmes démographiques, ça c'est l'immigration. De quels chiffres pourrait-il s'agir dans cette période de 6 ans et quel rôle revêt l'approche systémique dans ce travail? Donc les migrants, l'immigration de travail, c'est quelque chose de nouveau. Ils cherchent donc du travail et donc elle a augmenté de 3,7%. Il s'agit de se concentrer sur les régions où la vie économique est plus active et donc c'est Moscou, c'est la région de Moscou, c'est les régions de l'Ouest, des régions du Nord également. Mais sans aucun doute, ce sont des questions qui exigent une attention tout à fait particulière, tant au niveau local que régional que fédéral. Et ici, je voudrais dire une chose. Lorsque nous parlons de migration de travail, il faut parler d'une migration là où il y a un défaut de main-d'œuvre. La situation, donc s'agissant de la présence d'une main-d'œuvre, donc ne changera pas. Et nous sommes confrontés à un déficit de main-d'œuvre, une pénurie de main-d'œuvre. Ce qui veut dire que le problème est tout à fait
important et il nous faut augmenter le travail et parvenir à du travail en utilisant notamment les techniques modernes. Augmenter les investissements dans ce domaine et former du personnel. Nous en avons déjà parlé. Mais dans l'ensemble, l'immigration la politique d'immigration est un instrument important. Bien sûr, nous devons parler aussi du rapatriement de nos compatriotes. Donc il va falloir impliquer les personnes qui ne prévoyaient pas nécessairement de revenir en Fédération de Russie, mais il faut profiter de toutes les qualifications, de tous les talents pour le développement de notre État, pour le développement de la Russie. Et ces personnes aussi, nous allons les impliquer. Et pour ce qui est de l'immigration traditionnelle, nous devons aussi la prendre en compte. Nous devons travailler avec nos partenaires. Nous devons tenir compte aussi de nos traditions, de notre culture dans les autres pays, de notre langue. Il faut traiter les choses de façon humaine. Et donc il faut intégrer ces personnes dans notre société également. Tout cet ensemble doit apporter un effet positif. Et bien sûr, il faut que ces gens-là observent nos traditions et les lois de la Fédération de Russie. Et bien entendu, les normes sanitaires, etc., etc. Garantir la sécurité également des citoyens de la Fédération de Russie, cela doit être une priorité. La nation russe est peut-être la nation la plus séparée au monde. Et vous avez eu une rencontre avec les fonctionnaires russes et l'un de vos interlocuteurs a déclaré que dans la République de Zaporogie, on s'était avéré qu'ils sont les mêmes Russes que nous-mêmes. Et cela avait l'air d'une révélation. Mais en fait, c'est ça. La Russie adhère de nouvelles régions et Odessa, c'est une ville russe. Peut-être c'est le plus grand espoir dans cette direction. Bien sûr. La densité de population a été a toujours été relativement importante. Pour ce qui est du Donbass, le développement industriel de cette région à l'époque soviétique a été important. Donc l'Union soviétique a beaucoup misé, donc notamment avec le secteur métallurgique. Mais bien sûr, tout ceci exige des investissements pour moderniser les choses, pour améliorer les conditions de vie, les conditions de travail des personnes, pour changer, transformer en profondeur ce travail. Et pour ce qui est de la Nouvelle-Russie, eh bien, il y a un développement aussi de l'agriculture qui doit être fait. Nous allons faire tout pour aider les domaines économiques traditionnels, mais également pour créer de nouvelles perspectives dans cette région, pour développer les conditions de vie des personnes et pour permettre aux talents de s'exprimer. Donc tout ceci est prévu au budget fédéral. Et il faut aider, il faut soutenir au niveau fédéral, au niveau des républiques elles-mêmes. Et tout cela se fait très rapidement. Monsieur le Président, du point de vue historique, il est tout à fait évident que les régimes nazis ne se dissolvent pas, mais disparaissent à l'issue d'une défaite militaire. Cela a été le cas de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, et il en ira du même, évidemment, pour le régime nazi de Kiev. Aujourd'hui, nous avançons sur toute la ligne du front selon les déclarations du ministère de la Défense, selon nos correspondants militaires. On a réussi enfin à trouver un moyen de lutte où, à l'offensive, nos pertes sont inférieures qu'à la défensive. Donc c'est une tâche assez compliquée pour l'art de guerre. Mais tout cela permet de repousser l'offensive. Ce caractère, cette économie de ressources humaines, c'est une chose évidente à l'égard de nos héros. Mais comment on peut avancer avec les pertes?
minimale. Je comprends la question. Il faut augmenter les moyens, la quantité et les moyens de frappe. Donc, il faut l'aviation, les armes tactiques, les armes stratégiques, le tout. Il faut toutes les composantes nécessaires pour remporter un conflit armé de ce genre. Il y a l'artillerie, il y a les blindés. Nous développons sans exagération très rapidement les choses. En ce sens. Oui. Voilà donc la réponse à votre question. Donc plus nous aurons les moyens de frappe, moins nous aurons de pertes. Mais la question qui se pose, quel est le prix qu'on est prêt à payer pour, peut-être le mot projet ne convient pas, mais pour ce défi auquel nous faisons face. Chaque vie humaine est précieuse, est irremplaçable. Et les pertes pour n'importe quelle famille, c'est quelque chose de... C'est un malheur immense. Mais la question est de déterminer ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, nous avons rencontré aujourd'hui quelqu'un qui disait que les gens là sont russes comme nous. Nous devons aider ces personnes. C'est en principe la réponse à votre question. Et demain, nos pertes pourraient augmenter considérablement si nous ne faisons rien. Et nos enfants risquent d'être privés d'avenir parce qu'ils vont se sentir peu sûrs d'eux. Le pays va être un pays de seconde zone et les conséquences risquent d'être catastrophiques. Voilà donc la réponse que je peux vous faire. Monsieur le Président, les Américains semblent aborder les négociations sur la stabilité stratégique. En même temps, ils déclarent qu'il faut infliger une défaite stratégique à la Russie. Notre position est comme ça. Nous sommes prêts aux négociations, nous sommes ouverts aux négociations, mais en même temps, l'heure de gestes de bonne volonté est finie. Il n'y aura pas de négociation donc. Nous n'avons jamais refusé de négocier. Sans geste, c'est-à-dire sans compromis, comment cela va se passer? Je vais essayer de vous expliquer. Nous avons conduit des négociations en Turquie, je l'ai dit à de nombreuses reprises. Nous pourrons le refaire, mais les négociateurs de l'autre partie ont eu dans les mains un document, il y a eu un projet d'accord, et ceci a été accepté par M. Arahami. Mais après, et c'est comme tout le monde le sait, M. Arahami l'a rendu public, donc il en a fait part aux journalistes, y compris le Premier ministre de la Grande-Bretagne, Boris Johnson, a eu connaissance de ce document et a dit qu'il fallait infliger à la Russie une défaite sur le champ de bataille. Nous avons préparé. Sommes-nous prêts aux négociations? Oui, nous sommes prêts. Mais pas sur des négociations qui seraient basées sur... comment dire donc quelque chose d'irréel, mais sur les réalités qui sont sur le terrain, sur les réalités du terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à de nombreuses reprises, on nous a fait des promesses. On nous a promis de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. Ensuite, maintenant, on le retrouve à nos frontières. On nous avait promis que le conflit à l'intérieur de l'Ukraine serait résolu par des moyens pacifiques.
avec les ministres, avec la France, la Pologne et l'Allemagne. Il y a eu des garanties de sécurité. Et puis, juste après, il y a eu le coup d'État. On nous a promis de respecter les accords de Minsk. Et après, ils ont dit publiquement qu'ils n'avaient jamais eu l'intention. Que c'était simplement fait pour gagner du temps, pour permettre au régime bandériste de se réarmer. Donc, aujourd'hui, mener des négociations parce que les munitions se terminent, il n'y a plus de munitions. Mais non, cela dit, nous sommes prêts à des négociations sérieuses. Et nous voulons résoudre tous les conflits, y compris celui-là, par des moyens pacifiques. Mais nous devons comprendre de manière claire. Il faut bien comprendre de manière claire que ce n'est pas une pause pour permettre de se réarmer, mais il s'agira d'une négociation sérieuse avec des garanties de sécurité pour la Fédération de Russie. Et nous savons, de quoi il s'agit. Nous savons qu'on essaye de nous convaincre que le moment est venu. Mais, je le répète, nous voulons une solution de tous les litiges, y compris celui-ci, par des moyens pacifiques, et nous y sommes prêts. C'est ce que nous voulons. Mais cela doit se faire de manière sérieuse, avec des garanties de sécurité. Et aujourd'hui, ce que nous voulons la sécurité des autres, bien sûr, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la sécurité de la Russie. Et c'est ce que nous allons chercher. Monsieur le Président, je pense qu'on a l'air trop noble. Ne serait-ce pas possible qu'il nous trompe de nouveau après avoir signé un accord, alors qu'on va se consoler que c'était nous qui avons été francs, que ce sont eux qui nous aient trompés, que c'est notre destin de passer pour des fous pendant tous les temps. Mais alors, après que les Américains se sont forgés des médailles dans les années 90 pour avoir emporté la guerre froide, toutes ces décennies ont été des décennies d'un grand mensonge. Comment peut-on espérer qu'ils vont conclure un accord juste avec nous, un accord qu'ils vont respecter, avec des garanties? Comment est-ce qu'on peut traiter les Américains? Croyez-vous effectivement que c'est possible, que ce soit possible? Je ne vois pas le dire, mais je ne crois à personne. Mais nous avons besoin de garanties. Et ces garanties doivent être fixées à l'écrit. Ils doivent être des garanties qui nous conviendraient, des garanties auxquelles nous allons croire. Voilà. Mais il n'est pas l'heure de parler publiquement de ce qui va se passer, mais on ne va pas faire comme ça. Mais j'ai peur de vous citer dans un sens étendu. Mais ça veut dire que vous ne croyez personne, ou vous ne faites pas confiance aux partenaires occidentaux, en l'occurrence, maintenant. Je préfère me guider par des faits et non par des vœux nobles et par des discussions qui portent sur la confiance à tout le monde. Vous comprenez, quand il y a des décisions sur un tel niveau, il y a une très grande responsabilité des conséquences des décisions qui sont prises. Donc nous n'allons faire rien qui ne correspond pas aux intérêts de notre pays. Qu'est-ce qui est arrivé à Macron? Il a perdu la tête. Il veut envoyer des troupes françaises lutter contre notre armée. Il ressemble à un coq gallois, un coq de Gaulle. Et avec ça, il a effrayé tous les Européens. Comment réagir à cela? Le fait que les militaires occidentaux sont présents en Ukraine depuis longtemps, même avant le coup d'État, après le coup d'État, leur nombre a augmenté considérablement. Ils sont présents directement, ils sont conseillers, ils sont présents en tant que mercenaires étrangers et ils subissent des pertes. Mais si il s'agira de contingents militaires officiels des États étrangers,
Je suis convaincu que cela ne changera pas la donne sur le champ de bataille. C'est très important. Tout comme la livraison d'armement ne change pas la donne sur le champ de bataille. La deuxième chose, cela va entraîner des conséquences géopolitiques sérieuses. Parce que si, par exemple, l'armée polonaise entre le territoire ukrainien pour, comme on le dit, protéger la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine, ou dans d'autres endroits, pour libérer les contingents militaires ukrainiens qui pourraient participer aux actions de combat sur la ligne de contact, je pense que les troupes polonaises ne partiront jamais. Voilà ce que je pense. Parce qu'ils ont l'intention de récupérer ces terres qu'ils considèrent comme les leurs sur le plan historique et que M. Staline a pris de la Pologne et a transmis ces terres à l'Ukraine. Ils veulent récupérer ces territoires et si les unités polonaises entrent ces territoires, ils ne partiront jamais. Mais dans ce cas-là, d'autres pays peuvent suivre l'exemple de la Pologne, ces pays qui ont perdu une partie de leur territoire à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que les conséquences géopolitiques pour l'Ukraine, même du point de vue de la préservation de sa souveraineté telle qu'elle est, ces conséquences seront visibles à l'ONU. Si on revient à Macron, il a peut-être décidé de cette façon de se venger de la Russie, de l'avoir rejeté de l'Afrique. Et est-ce que il dit attention, il faut avoir peur. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on soit aussi actif. Je pense qu'il y a une sorte d'insulte. Autrefois, on gardait le contact, on en a parlé de manière franche. Nous n'avons jamais voulu engérer dans les affaires de l'Afrique. Nous n'avons jamais chassé la France de l'Afrique. Mais le problème est bien différent. Il s'agit du fameux groupe Wagner. Il a effectué un nombre de projets économiques en Syrie. Ensuite, il a déménagé dans d'autres pays de l'Afrique. Et le ministère russe de la Défense a soutenu ce groupe, mais seulement parce que c'est un groupe russe. Nous n'avons jamais chassé personne. Les dirigeants africains de certains pays africains, ils se sont mis d'accord avec les entreprises russes. Ils voulaient travailler avec ces entreprises. Ils ne voulaient pas travailler avec les Français. Ce n'était pas notre initiative, c'était l'initiative de nos amis africains. Et je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron il est insulté. Si un État souverain veut développer ses relations avec ses partenaires d'autres pays, et notamment avec la Russie, et si ces États veulent renforcer ses relations avec la Russie, nous n'avons jamais touché à ces colonisateurs français dans ces pays. Je le dis sans plaisanter, parce que dans plusieurs pays où la France a été la métropole historiquement, dans ces pays, on ne veut pas avoir affaire à ce colonisateur. Nous n'avons rien à voir avec cela. Peut-être c'est confortable d'être insulté sans voir la poutre dans son œil. Peut-être c'est une réaction assez aiguë, assez émotionnelle qui est liée à ce qui se passe dans certains États africains. Alors que je sais que dans plusieurs États africains, on traite de bonne manière la présence française. Ils déclarent qu'ils sont prêts à travailler avec la France. Dans plusieurs pays, on ne le veut pas. Nous ne poussons personne à s'opposer à la France. Nous n'avons pas de tels objectifs. Et pour être franc, nous n'avons pas de tels objectifs à l'échelle nationale, à l'échelle de l'État russe. Nous sommes juste amis avec ces pays, nous voulons développer les relations avec ces pays. Maintenant, on dit en France qu'il n'y a plus de ligne rouge vis-à-vis de la Russie, que tout est possible maintenant. Ils veulent parler avec nous sur la base d'un équilibre des forces. Et tout ce qu'on entend de France, des pays occidentaux, de Lituanie, on a une sorte de cœur pas très accordé, mais en tout cas hostile. Et peut-être qu'il faudrait aussi qu'on prenne des décisions inhabituelles. Il y a un moment qu'on demande l'aide de l'armée de Corée du Nord, par exemple, en échange d'une protection nucléaire sur la péninsule coréenne. Pourquoi pas? D'abord, la Corée du Nord a
son propre parapluie nucléaire. Il ne demande rien. C'est la première chose. La deuxième chose, en principe, nous voyons que nous réalisons les objectifs sur le champ de bataille que nous nous fixons. En ce qui concerne ces États qui déclarent ne pas avoir de ligne rouge à l'égard de la Russie, ces États doivent comprendre que la Russie n'aura pas de ligne rouge à l'égard de ces États. En ce qui concerne les petits États de l'Europe, premièrement, nous traitons tous ces pays avec respect, malgré tout. Deuxièmement, quand ces petits États appellent à durcir la politique à l'égard de Russie et adopter des mesures extrêmes, notamment le déploiement de troupes, ce sont ces États, et ils le comprennent, qui ne vont pas sentir les répercussions de ces déclarations provocatrices. Et ces États qui peuvent ressentir ces conséquences, ils sont plus modestes. Et toutes ces danses exécutées par l'Allemagne avec les missiles russes, le chancelier Scholz dit que si nous fournissons des missiles, il y a des forces qui sont pour les livraisons de russes à l'Ukraine. Les Anglais disent qu'ils peuvent faire pour assurer le transit. L'objectif, c'est le pont de Crimée. Les généraux allemands réfléchissent déjà à planifier une opération. Il ne s'agit pas seulement du pont de Crimée, mais peut-être même frapper l'intérieur du territoire russe. D'autres disent que ces missiles peuvent frapper le Kremlin. Donc, ils ne sont pas trop gênés dans leur rêve. Ce sont des fantasmes, ils s'encouragent, c'est la première chose. Deuxièmement, ils essayent de nous intimider. En ce qui concerne l'Allemagne, il y a des problèmes constitutionnels. Ils disent justement, si ces Russes frappent cette partie du pont de Crimée, qui est une partie du territoire russe, c'est une violation de la constitution allemande. Le fait que l'opposition allemande est plus agressive, on verra l'issue de ces débats, on va suivre tout cela de tout près. Ils utilisent des missiles américains, des missiles britanniques, et cela ne change pas la donne sur le champ de bataille. Bien sûr, ils endommagent nos infrastructures, c'est évident, mais cela ne change pas le cours des actions de combat et de ces conséquences qui sont inévitables pour la partie adverse. Nous entendons même en Allemagne maintenant nos chaînes de télévision et les chaînes de télévision étrangères et les chaînes de télévision allemandes, ils montrent qu'il y a beaucoup d'armements qui doivent être mis au point, qui doivent être modernisés pour qu'ils travaillent, mais comme vous l'avez bien dit, il y a des choses auxquelles ils doivent réfléchir. Qui est plus intelligent, celui va réfléchir. Alors, les nouveaux membres de l'OTAN, la Finlande, la Suède, qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre? Tobias Billström, le ministre suédois des Affaires étrangères, a déclaré aux Turcs tout d'un coup que la Suède était contre le fait qu'il y ait des bases de l'OTAN sur le territoire de la Suède. Est-ce qu'ils n'ont pas compris là où ils mettaient le pied? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais pas. Nous avons des relations assez amicales, assez stables avec ces pays. Je pense qu'ils avaient plus d'avantages que quand ils gardent la neutralité, parce que cela donne, comme je l'ai déjà dit, des avantages. C'est une plateforme de négociation pour diminuer les tensions en Europe. Avec la Finlande, nous avons eu des relations idéales. Nous n'avons jamais eu de différends, notamment territoriaux. Nous n'avons pas eu de troupes. Nous avons retiré nos troupes de la frontière russe finlandaise. Pourquoi ils l'ont fait? Je pense c'est juste pour des raisons politiques. Ils voulaient devenir membre du club occidental, être sous un parapluie. À quoi bon? Franchement, je ne comprends pas. C'est une mesure irrationnelle du point de vue de leurs intérêts nationaux, mais ce sont eux qui doivent décider. Ce sont eux qui ont décidé. Nous n'avons jamais de troupes à la frontière, nous n'avons jamais eu de système de précision. Maintenant, il y en aura. Pourquoi ils l'ont fait? Nous avons eu des relations assez bonnes, des relations économiques assez bonnes. Ils utilisaient notre marché, nous avons acheté beaucoup de choses, mais maintenant la situation va changer et je ne comprends pas. Vous savez, c'est une chose évidente, mais ces dernières années à Helsinki et dans les régions
frontalière de la Finlande, on pouvait payer avec des roubles. À Helsinki, dans les supermarchés, on pouvait acheter des produits avec des roubles. Il y avait des inscriptions en russe. Et là, aujourd'hui, ceux qui sont sur les zones frontalières, ils vont connaître la faillite. Oui, mais de l'autre côté, c'est très bien pour l'économie. Les prix immobiliers ont été très bons. C'est très bien pour l'économie, mais vraisemblablement, il y avait des forces qui, disons, qui étaient de droite, qu'ils n'aimaient pas ce rapprochement avec la Russie. Certains estimaient que c'était excessif. Pourquoi les Russes achètent des immeubles en Finlande? Pourquoi tout est en langue russe? Et je pense, je le sais, la russophobie a commencé à grimper en Finlande. Et peut-être certaines forces politiques à l'intérieur du pays ont décidé de profiter de cette situation. Peut-être. Et l'intégralité, tous ces facteurs ont entraîné cette décision. Je pense que c'est ça, mais je n'en suis pas sûr à 100%. Mais cela ne change pas la situation compte tenu de la sécurité de la Russie bilatérale et l'Europe en général. En même temps, aux États-Unis, il y a une campagne présidentielle qui est en cours. Ils ne peuvent pas se passer de vous là-bas. Vous êtes toujours participant de façon invisible. Chacun des candidats, dans ses discours, argumente, ne se passe pas de prononcer votre nom. Vous êtes dans les titres des journaux partout, vous êtes dans les nouvelles, vous êtes un argument qui est utilisé par chacun des deux candidats dans la campagne. Et en plus, vous jetez de l'huile sur le feu. Par exemple, en disant qu'un des candidats serait préférable pour nous. Mais est-ce qu'un président d'un autre pays peut dire que tel ou tel candidat dans un pays lui est préférable? C'est une ingérence classique dans les élections. Et quand les Américains disent que, quand vous dites que Biden est préférable pour vous, est-ce que c'est quoi? Vous amusez? Je vous dirai une chose. Cela montrera que mes préférences ne changent pas. C'est la première chose. Deuxièmement, nous n'ingérons pas dans les élections. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous allons travailler avec un dirigeant, quel qu'il soit, auquel va croire le peuple américain, l'électeur américain. Mais ce qui est curieux, c'est que le président Trump m'a reproché, il a dit que je suis partisan de Biden, cela a été il y a 4 ans, il m'a dit dans une des discussions, tu veux, désolé, mais il m'a dit, tu veux que Joe, qui dort, remporte la victoire, il me l'a dit, alors qu'il était président, et ensuite on a commencé de le poursuivre, d'avoir prétendument soutenu par la Russie, c'est du délire. En ce qui concerne la situation électorale aux États-Unis, elle revêt un caractère pas humain. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus, mais ce qui est évident, c'est que le système politique américain ne peut pas être un système démocratique et dans tous les sens du mot. Mais aujourd'hui, votre préférence pour Biden me semble un peu étrange malgré tout, parce qu'en 2011, Biden est venu à Moscou et vous avez donné des ordres. Vous vous souvenez de cette histoire? Donc, il avait rencontré l'équipe, il avait rencontré Garry Kasparov et des opposants, et vous avez demandé à la Maison Blanche, il avait rencontré le Premier ministre Poutine, etc. Et il avait menacé la Russie d'un printemps arabe. Donc, il y a en tout cas cet événement historique. Et honnêtement, je n'ai pas fait attention à tout ça. Mais pour lui, c'était très sérieux. Non, justement, c'est un signe d'ingérence. Ah oui, alors là, c'est tout à fait, oui, c'est 100% un signe d'ingérence.
Oui, dans ces processus politiques internes, et on en a beaucoup parlé, et je l'ai dit, nous ne permettrons à personne de pratiquer l'ingérence chez nous. Très bien. Si on parle donc d'ingérence, le fait est que l'escalade continue. Et on a l'impression que les grandes puissances, la Russie et les États-Unis, jouent le fait que un sorte de ce que l'Amérique appelle le chicken game. Et finalement, à savoir, on se menace finalement et puis c'est le premier qui va bouger, qui va faire quelque chose. Le jeu de l'échelle à la souris. Mais pourquoi? Voilà, les États-Unis ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention d'envoyer des troupes. Donc nous savons ce que font, ce que feraient les troupes américaines sur le territoire russe. Ce serait une intervention. Et c'est ce qu'ils feront sur le territoire ukrainien. Ils le comprennent. Et je dis que Biden est quelqu'un de la vieille école politique. Ça se confirme. Et outre Biden, il y a assez de spécialistes dans le domaine des relations russo-américaines, dans le domaine de la dissuasion nucléaire. Et donc, je ne pense pas que cela se fasse simplement comme ça. Mais nous sommes prêts. Je l'ai souvent dit. Pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Et pour eux, c'est une question d'amélioration de leur situation tactique d'une manière générale dans le monde et en particulier en Europe, de préservation de leur statut parmi leurs alliés. C'est important aussi, mais pas autant que pour nous. Alors nous y sommes prêts. Le philosophe Alexandre Douguin appelle spécialiste de se préparer à une guerre nucléaire. Et le mieux nous serons préparés et le moins de chance cette guerre nucléaire aura lieu. Du point de vue technique et militaire, évidemment, nous sommes prêts. Ils nous trouvent tout le temps en état de préparation au combat. C'est la première chose. Deuxième chose, et c'est quelque chose qui est reconnu, notre triade nucléaire, elle est plus moderne que n'importe quelle autre. Et voilà, il y a chez nous, il y a ce qu'il y a chez les Américains, et nous avons avancé beaucoup plus loin. Elle est plus moderne, la nôtre. Toute notre composante nucléaire est plus moderne. Dans l'ensemble, en matière de vecteurs et de charges, nous avons à peu près la parité. Mais chez nous, c'est plus moderne. Et tous les spécialistes le savent. Cela ne suffit pas que nous devons nous mesurer les uns les autres en nombre de vecteurs et de charges, mais il faut le savoir. Et encore une fois, les experts, les spécialistes, les militaires le savent très bien. Ils ont pour objectif maintenant d'améliorer ce niveau de modernité, d'innovation. Ils ont un plan, nous le savons aussi. Ils développent leurs composantes, nous aussi. Cela ne suffit pas seulement, cependant, il me semble qu'ils sont prêts demain à déclencher cette guerre nucléaire. S'ils le veulent, nous y sommes prêts. Mais pour se convaincre, est-ce qu'il faudra faire des essais nucléaires? En fin de compte, nous n'avons pas de limitation internationale sur ce plan. Il y a un accord sur l'interdiction des essais de ce type, mais malheureusement, les États-Unis n'ont pas signé cet accord, et donc, pour respecter cette parité, nous avons mis fin à notre participation, mais le traité n'a pas été ratifié par les États-Unis, il n'est pas entré en vigueur, et donc il n'y a pas les ratifications nécessaires. Mais en tout cas, nous respectons cet accord, nous savons que les États-Unis envisagent de mener de tels essais. C'est lié à quoi? C'est lié au fait que s'il y a de nouvelles charges qui appartent, comme supposent certains spécialistes, des modélisations sur ordinateur ne sont pas suffisantes, il faut le faire aussi en grandeur nature. Et donc, ce sont des idées dans certains milieux, aux États-Unis, qui flottent dans l'air, qui existent, nous le savons, nous observons, et s'ils font de tels essais, ce que je n'exclus, il faut voir s'ils en ont besoin, mais nous n'excluons pas non plus à ce moment-là. Mais nous y sommes prêts. Nous sommes toujours prêts. Et je veux que ce soit clair. Ce ne sont pas
des armes conventionnelles. C'est le type d'armes, de troupes qui sont en alerte permanente. Monsieur le Président, il y a des moments difficiles sur le front l'année dernière à Kherson, à Kharkov. Vous n'avez-vous pas envisagé l'arme nucléaire? Mais pourquoi? Malgré le fait que, sur proposition du commandement de ce groupement, il avait été décidé de retirer nos troupes de Kherson, mais cela ne signifiait absolument pas que le front s'effondrait, pas du tout, on était très loin de ça, simplement ça a été fait pour éviter des pertes supérieures au niveau du personnel. C'était ça le motif principal, parce que dans les conditions de combat, quand il est impossible d'assurer les arrières d'un groupement, notamment sur la griffe droite, nous aurions eu des pertes trop importantes, et donc nous avons décidé de nous retirer sur la rive gauche. Et nous avons eu raison, parce que c'est ce qu'a essayé de faire le commandement ukrainien sur certains secteurs de la rive gauche, notamment à Krinky, où ils ont lancé leurs hommes dans un massacre, où on les voyait courir pieds nus, au sens propre. Et donc, ils jetaient des munitions à l'aide de vedettes rapides et de drones. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est n'importe quoi, c'est jeter les gens à la boucherie. Et j'avais demandé le chef d'état-major, je lui avais posé la question, il n'y a rien de secret ici, je lui ai dit, écoutez-moi, qu'est-ce que vous pensez? Qui prend des décisions pareilles de leur côté? Il y a bien quelqu'un. Il y a quelqu'un qui prend les décisions, qui comprend que ces gens sont envoyés à coup sûr à la mort. Il me dit, oui, ils le comprennent. Et je lui dis, mais qui prend cette décision? C'est complètement insensé. Du point de vue militaire, c'est insensé. Et je lui dis, mais qui? Donc, il dit, je ne sais pas, peut-être dans les dirigeants politiques, il y a peut-être quelqu'un qui prend, qui espère pouvoir percer notre défense, avoir une chance de gagner de l'argent en plus, en se référant au fait que sur la rive gauche, il y a peut-être un terrain qui peut être utilisé, qui a une chance de présenter notre position de façon plus démonstrative à l'international. Et l'ordre a été donné de façon automatique dans les ordres aux niveaux inférieurs. Et donc d'ailleurs, les prisonniers de guerre, ils ne savaient même pas dans quelles conditions ils étaient. Et donc ils étaient envoyés, on leur disait il y a une défense, allez-y, continuez, avancez. Ils n'ont même pas réussi à atteindre cette rive gauche. C'est une tragédie, oui, c'est absolument. Et pourquoi aurions-nous dû utiliser des armes de destruction massive? Il n'y avait aucune nécessité. Donc cette idée ne vous est même pas venue? Mais pourquoi? L'arme existe pour être utilisée. Nous avons nos principes, ils le disent clairement. Nous sommes prêts à utiliser l'arme, et n'importe quelle arme, y compris celle dont vous avez parlé, s'il s'agit de l'existence de l'État russe. Et quand il y a un dommage qui est porté à notre souveraineté, à notre indépendance. Tout est stipulé dans notre stratégie. Nous ne l'avons pas modifié. Mais, Monsieur le Président, lorsqu'est parti le président Yeltsin, et lorsqu'il vous a proposé de vous présenter à la présidence, votre réaction c'était « je ne suis pas prêt ». Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, bien sûr, vous avez beaucoup évolué. Si aujourd'hui, vous devriez écrire un télégramme, quel texte écririez-vous? Vous comprenez? C'est comme les Américains dans la cour du roi Arthur, quelque chose comme ça. C'est difficile de répondre à cette question. La question m'avait été posée à un moment, dans un contexte historique, économique, dans lequel se trouvait le pays, et sur le plan de politique intérieure, il y avait une question de sécurité intérieure qui se posait, et tout cela, pris ensemble, m'a incité à donner cette réponse que je donnais à l'époque. J'y suis pas prêt. Et c'est pas parce que j'ai eu peur de quelque chose, mais parce que la masse de défis à relever était gigantesque. Et le nombre de problèmes augmentait chaque jour, comme dans un phénomène de boule de neige.
Et j'ai répondu de façon sincère. Pas parce que j'ai eu peur, je le répète encore, mais parce que j'ai pensé que je n'étais pas prêt à pouvoir résoudre ces problèmes, voire de faire pire. Et c'est de ça qu'il s'agissait. Et donc j'ai répondu de façon tout à fait sincère. Et si on revenait, je redirais probablement la même chose. Mais finalement, vous y êtes allé? Peut-être mes discussions avec M. Yeltsin. L'essentiel, finalement, il m'a dit, qu'est-ce que tu as répondu? Il m'a dit, bon, d'accord, je comprends, on y reviendra. Et nous sommes revenus plusieurs fois. Et finalement, il a dit, je suis quelqu'un d'expérimenté, je sais ce que je fais, je sais ce que je te propose. Il m'a dit certaines autres choses aussi. Bon, c'est pas très correct de se vanter, mais il m'a dit des paroles encourageantes. Plus tard, il l'a encore confirmé de façon tout à fait positive. Je ne vais pas en parler maintenant. Mais quand je me suis mis au travail, tout s'est présenté de façon différente. Vous savez, quand on travaille, on comprend, il y a ça qu'il faut faire maintenant. Et là, ça part, le lendemain, ça part. Et on entre dans le travail, on s'y met. Mais certains ont peur. La question, c'est pas d'avoir peur, c'est de la compréhension des difficultés à résoudre. Vous comprenez vous-même que l'année 99, sur le plan économique, sur le plan de la sécurité, d'une manière générale, des finances aussi. Vous avez raconté que lorsque vous êtes entré à l'université de Leningrad, c'était un tournant. Et c'était... vous avez dit, donc voilà, je vais le faire, et à ce moment-là, je vais réaliser les projets que je voulais, c'est-à-dire rentrer au KGB, etc. Ou alors, est-ce que je ne m'en sors pas, et puis... je n'ai pas d'autre chance. La Russie est probablement dans une situation où elle joue à qui tout double. D'abord, non, la situation n'était pas comme ça. D'abord parce que... Oui, je voulais travailler dans les services de sécurité. Oui, mais c'était un moment tout à fait particulier, un vrai tournant. Non, pas tout à fait. Je suis venu à l'accueil, j'ai dit je voulais travailler ici, qu'est-ce qu'il faut faire? L'autre solution était très simple. Soit il faut avoir une formation supérieure, en particulier juridique, ou bien servir dans l'armée, avoir une expérience d'au moins 3 ans, mais il vaut mieux servir dans l'armée. Et donc, si je n'étais pas allé à l'université, oui, je serais allé à l'armée. Oui, c'était un parcours assez long. Mais finalement, vous êtes arrivé à un moment tendu. Oui, j'ai quand même étudié à l'école plutôt spécialisée en chimie et mathématiques. Là, il fallait donner donc des matières plus littéraires. Donc, il a fallu que je me prépare, que je travaille. Donc, il fallait que j'apprenne une langue étrangère tout seul, l'allemand en l'occurrence. Il fallait faire de l'histoire, de la littérature, etc. La Russie, à la croisée des chemins aussi, soit ça marche, soit ça ne marche pas. La Russie n'est pas à la croisée des chemins. Elle est sur une voie stratégique de son développement et elle ne va pas changer de voie. Comment ressentez-vous le soutien de la société russe et avec une nouvelle qualité de la société russe? Simplement, ça s'est manifesté et heureusement, nous avons donné la possibilité à cet aspect fondamental de la société russe de se manifester. J'ai l'impression que les gens attendaient ça. D'abord, un type habituel serait important pour le pays, qui serait nécessaire au pays, et que de lui dépendrait l'avenir du pays. Et que cette sensation de lien entre la patrie, le pays, les objectifs principaux, notamment en matière de sécurité, que tout cela, ce serait la force du peuple russe et des autres peuples de Russie. Je me suis toujours appuyé là-dessus. La question n'est pas une question de s'appuyer, de se nourrir de ça. Je vois ce qu'attend la société. Et c'est ça l'essentiel. Correspondre à ce qu'attend la société.
Mais il faut reconnaître que vous jouez un rôle clé non seulement en Russie, mais également dans le monde, puisque des milliards de personnes comptent sur vous, en espérant en la justice internationale, la protection de la dignité humaine, des valeurs traditionnelles. Est-ce que vous ressentez l'ampleur de cette tâche? Oui, je travaille pour les intérêts de la Russie. Et ce faisant, oui, je comprends ce dont vous parlez, et je suis prêt à le commenter, mais le fait de me sentir moi-même plus important que ça, non. Je remplis mon devoir devant la Russie et devant ceux qui considèrent la Russie comme leur patrie. Et tout ceci est lié bien sûr à la manière dont nous nous comportons. C'est un phénomène intéressant, vous savez. Ici, ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent à l'étranger, qui regardent aussi la manière dont nous luttons pour nos intérêts. Et à mon avis, c'est ce qui est important. Pourquoi cela a lieu et pourquoi nous sommes, par exemple, nous faisons part de nos traditions en Afrique, où nous nous sommes inscrits dans le cadre des BRICS, etc. Toutes ces choses sont importantes parce que ce qu'on appelle le milliard doré, pendant un demi-millénaire, eh bien, ils ont parasité l'ensemble des richesses du monde. Et cela aboutit au malheur de l'Afrique. Ils ont importé leur malheur, ils ont exploité l'Amérique latine, ils ont exploité les pays d'Asie. Et personne ne l'a oublié, cela. Et j'ai le sentiment que ce n'est même pas la question des élites des pays, mais les citoyens ordinaires de ces pays ressentent avec le cœur ce qui se passe. Et notre lutte, c'est une lutte pour la vraie souveraineté. Non seulement pour notre propre développement et notre propre souveraineté, mais encore, cela est encore plus important parce que les élites occidentales veulent geler la situation existante, notamment sur le plan international. Ils sont habitués, depuis des centaines d'années, depuis des siècles, ils doivent comprendre que le bal des vampires est terminé. Vous faites référence, je cite votre question, à leur démarche coloniale, n'est-ce pas? Oui, tout a lieu. Tout passe. Mais vous venez de dresser un tableau tout à fait juste. Les gens voient un espoir en Russie. Mais comment se fait-il que la propagande occidentale, avec toute sa puissance, avec toutes ses ressources colossales, avec tous ses outils, n'ait pas réussi à enfermer la Russie, à l'isoler et à créer cette image fausse, alors qu'il espérait à le faire dans les têtes de milliards de personnes? Mais ce que j'ai dit, c'est ce qui est important pour les gens, c'est ce qu'ils ressentent avec le cœur. Ils n'ont même pas besoin d'explications pragmatiques. Malgré les tentatives de nigrer la Russie? Vous savez, il y a des effets dans tous les pays, et dans tous les pays, on pense que cela correspond à leurs intérêts parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils considèrent que la Russie est le plus grand pays selon l'étendue, selon la population européenne, etc. Mais c'est incomparable avec la Chine ou l'Inde. Mais c'est le pays le plus peuplé d'Europe. C'est la 5e économie mondiale. Et ils pensent que non, que les Américains leur ont proposé de diviser le pays en 3, 4 ou 5, et ils s'appuient là-dessus. Mais ils expriment leur russophobie, et puis finalement, ils ont déchaîné la guerre en Ukraine en 2014, et
ils se sont même réjouis de l'opération militaire spéciale parce que ils se sont dit, voilà, enfin, nous allons pouvoir sanctionner, nous allons pouvoir sanctionner d'un point de vue militaire, et nous allons pouvoir, donc l'Ukraine va pouvoir gagner, les nationalistes ukrainiens vont gagner avec les armes occidentales, et on va pouvoir infliger une défaite stratégique à la Russie. Et puis, un peu plus tard, ils se sont rendus compte que cela serait difficile, et un peu plus tard, que ce serait peut-être impossible. Et ils ont compris que la défaite stratégique n'était pas possible, parce que n'était pas possible malgré ce que disaient les États-Unis ou ce que pensaient les États-Unis. Il se sortait à l'unité du peuple russe et à la stabilité, la solidité du système financier russe et les possibilités de la Fédération de Russie. Et alors ils ont commencé à réfléchir. Non, les plus sensés ont compris qu'il fallait changer de stratégie face à la Fédération de Russie. Il fallait peut-être reprendre un processus de négociation, peut-être en terminer avec ce conflit, rechercher, tenir compte d'une solution qui tient compte des intérêts de la Russie. Mais ceux qui n'ont pas de principe, c'est toujours plus facile finalement de se battre. Mais vous savez, finalement, c'est plus facile avec ceux qui... Donc, vous savez, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple avec ceux qui s'enivrent d'alcool ou de tabac. Alors, ne parlons même pas de la cocaïne, mais... Ils jettent tout. Donc, tout dans la bataille. Nous avons été attentifs à cela, mais cela étant dit, à partir de là, il y a des contradictions à l'intérieur de la société occidentale. Nous le voyons, c'est très clair. Et nous n'essayons pas nous ne cherchons pas l'effondrement de la société occidentale, mais nous voulons simplement que soit observé nos intérêts. Monsieur le Président, je dois demander, ces attaques contre la région de Belgorod et la région de Koursk, ces actions de combat qui sont en cours dans la région russe, les Ukrainiens agissent avec plus d'arrogance. Quelle est l'explication? L'explication est très claire. Malheureusement, ils sont en train de perdre sur le front. Aucun des objectifs de l'année dernière n'a été atteint. Et en outre, l'initiative revient entièrement à nos forces armées. Je ne vous apprends rien de nouveau. Et à partir de ces échecs, eh bien, ils veulent montrer... Ils veulent vraiment s'appuyer sur le côté informationnel des choses. Avant toute chose, les groupes terroristes donc interviennent et c'est à peu près 300 personnes. Parmi eux d'ailleurs beaucoup de mercenaires étrangers. Je crois qu'il y en a 230 à peu près. Ils ont perdu 7 de leurs 8 chars, 9 blindés et 7 Bradley. Donc, mais aujourd'hui, ils jettent toute leur force dans la bataille. Et donc, sur la partie de la frontière donc de Belgorod, etc. Mais l'objectif principal, c'est que si
ils ne peuvent pas interrompre les élections présidentielles, ils veulent évidemment s'ingérer dans le processus. Cela a un effet sur le plan de l'information, mais est-ce que cela va permettre, en fin de compte, de parvenir à un processus de négociation? Les personnes s'appuient donc sur des principes et je crois qu'il faut compter avec la Suisse. Mais avec la suite, mais nous le verrons. Monsieur le Président, on a évoqué cette histoire avec les enfants et l'incendie. Vous avez des petits-enfants maintenant. Quel pays vous voulez laisser à vos petits-enfants? Tout d'abord, je crois que tout cela a été dit dans le discours aux assemblées fédérales. Il y a donc un caractère concret dans le cadre du développement de l'économie pour les enfants, pour l'aide aux retraités. Nous en avons peu parlé ces derniers temps, mais il y a des ressources qui concernent l'indexation des pensions, les revenus à long terme, donc les personnes de l'ancienne génération sont celles grâce à qui aujourd'hui nous avons un État suffisamment solide et stable et une économie suffisamment solide et stable. Parce que malgré toutes les péripéties et toutes les épreuves subies par l'économie dans les années 90, eh bien l'économie est toujours là. Donc nous ne devons jamais oublier l'ancienne génération à qui nous devons énormément et en particulier ce que nous avons aujourd'hui, notamment notre prospérité, notre bien-être d'aujourd'hui. Bien sûr, l'avenir appartient aux enfants et pour cela, il y a les programmes pour la mère et pour l'enfant et tout cela, bien entendu, va se faire dans le cadre du développement de l'économie. Donc, nous allons nous baser sur des éléments plus modernes, sur la technologie, les sciences, la technique, l'information, l'intelligence artificielle, la génétique, le génie, etc. Tout cela donc fait partie des technologies modernes et c'est beaucoup utilisé et le pays va pouvoir utiliser tout cela pour donc sa sécurité et tout cela sera bien entendu renforcé. Merci, Monsieur le Président. Votre confiance est remerciée.